Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Julien Rand, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller métropolitain d'opposition à Tassin-la-Demi-Lune sur le parti Horizon d'Édouard Philippe. Tout à fait. Alors, on va faire un petit point sur votre positionnement politique. D'abord, vous avez été élu au conseil métropolitain sur la liste de Gérard Collomb. Vous faisiez partie du même groupe que David Kimmelfeld à la métropole. David Kimmelfeld est parti. Aujourd'hui, vous allez où ? D'abord, on prend acte du départ de David Kimmelfeld, de son propre groupe, ma foi, on fait avec, entre guillemets. Et maintenant, le positionnement politique, il est assez simple, c'est que moi, je considère que la division, ça ne sert à rien. On est en plus à 18 mois d'une échéance qui est quand même très importante, et encore 18 mois, je suis assez généreux sur la plage. Donc, très clairement, à mon sens, l'idée, c'est de rassembler le plus largement possible la famille centriste pour devenir un pôle central. Il y a aujourd'hui plusieurs groupes qui sont finalement dans cette famille-là, entre Horizon, le Modem, Renaissance, l'UDI, ça représente quand même un pôle d'élus assez important. Et aujourd'hui, ils sont répartis sur 4-5 groupes différents. Et donc, moi, mon positionnement actuel, c'est plutôt d'aller finalement vers la composition d'un nouveau groupe et d'un nouveau pôle central qui correspond, je pense, à ce qu'attendent les Grands Lyonnais aujourd'hui, surtout dans la situation actuelle. Voilà. Mon positionnement, il est là. Vous étiez candidat dans la circonscription ouest de l'agglomération, qui a la particularité d'avoir vu, elle, une alliance entre la liste Collomb que vous représentiez et la liste Kimmelfeld. Oui, tout à fait. Parce qu'à l'époque, j'ai demandé d'expliquer d'ailleurs auprès de certains de vos confrères, on ne pouvait pas accepter la fusion qui avait été proposée pour différentes raisons, à la fois locales et puis aussi, je dirais, de positionnement politique d'un certain nombre de candidats qui étaient sur les listes. Entre Gérard Collomb et la liste d'Étienne Blanc. Et la liste d'Étienne Blanc notamment, alors même si elle était effectivement très localisée municipale de Lyon, mais enfin il n'empêche, ça signifiait quand même faire une alliance avec des personnes avec lesquelles on n'avait pas envie spécialement de faire alliance. Également aussi des candidats, il faut le dire, qui localement dans l'Ouest lyonnais étaient aussi opposés, si vous voulez, aux maires qui étaient sur la liste à l'époque des Républicains. Et là, vous ne pouvez pas dire aux habitants au mois de mars que vous êtes contre le maire sortant parce que vous avez un projet politique qui est différent, parce que vous avez un projet de ville qui est différent, et puis arriver comme une fleur au mois de juin en leur disant attendez, finalement, on s'aime bien, on s'embrasse tous sur la bouche et on fait fusion et liste commune. Enfin, il y a un moment, il faut être cohérent avec les gens. Parce que déjà que c'est franchement compliqué aujourd'hui, et ça fait quelques années que ça l'est, de se retrouver dans le paysage politique, qu'il soit local comme national. Alors si en plus maintenant les élus locaux, qui sont normalement ceux qui ont le taux de confiance le plus important des habitants et des citoyens, ils se mettent à faire n'importe quoi et à fusionner avec des camps différents au point qu'on ne comprend plus rien, nous-mêmes, en tant qu'élus, c'est pas sérieux. Donc nous, à l'époque, c'est pour ça qu'on avait choisi ce positionnement, et que je choisis toujours d'ailleurs ce positionnement à la fois central et je dirais d'alliance large, parce que on a beau eu avoir ce différend avec Gérard Collomb à l'époque, qui était un différend de fond, et pour lequel d'ailleurs on s'en est jamais voulu, je tiens à le souligner, il reste quand même le fait que ce qui a fait gagner Gérard Collomb à Lyon, et ce qui a fait gagner Gérard Collomb à la métropole de Lyon, c'est le fait de rassembler le plus largement possible, et d'arriver à faire des listes qui étaient effectivement des listes d'union très larges. Rassemblement. Et donc moi je crois beaucoup à cette méthode, qui n'est pas qu'une méthode lyonnaise, qui est une méthode finalement qui correspond aux élus qui ont envie de diriger et d'agir pour les gens. Et moi, personnellement, mon leitmotiv, c'est de faire que toute l'action que je mène, elle soit utile pour les gens. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Je ne suis pas là pour des candidatures ou des mandats de témoignage ou pour des candidatures de partis politiques ou de partisans. Je ne suis pas un partisan, je suis un élu qui a envie d'agir. Donc on se met sur cet étiage-là. Il faut aussi essayer de vous suivre politiquement. On vous a connu très longtemps avec Manuel Valls au PS. Il était trop dur à suivre, Manuel Valls. C'est pas ça, mais à partir du moment... Non, c'est pas ça, c'est que en 2017, il porte une candidature à la primaire, ce qui est logique, pour laquelle je le suis, parce qu'il était le Premier ministre sortant, et en plus avec François Hollande, qui était président de la République sortant aussi. On se retrouve ensuite avec un parti qui évolue complètement à rebours de l'engagement que moi j'avais pris, qui était un engagement effectivement plutôt à la droite du Parti Socialiste, je l'assume totalement. Et puis petit à petit, vous évoluez effectivement chez Emmanuel Macron, qui avait un positionnement extrêmement central. Et la logique veut effectivement que quand vous regardez les positionnements politiques d'un Manuel Valls ou d'un Édouard Philippe, et surtout le niveau de responsabilité qu'ils ont eu et la façon dont ils ont mené leur responsabilité en tant que Premier ministre, moi ça me paraît tout à fait logique d'aller aujourd'hui dans un mouvement politique qui est celui d'Édouard Philippe, qui réfléchit sur le fond et qui porte une candidature qui est sérieuse d'ailleurs à l'élection présidentielle à venir, mais ça c'est un autre sujet. Et donc oui, aujourd'hui, moi je suis convaincu par cette personne-là, et je la suis parce que j'estime que c'est le plus cohérent par rapport à mon parcours. Mais je veux dire, admirer des personnes qui ont le même parcours et qui restent 50 ans dans le même parti politique, c'est admirer de l'eau stagnante. Moi, à un moment donné, je bouge, et c'est tout à fait logique de bouger pour suivre ses propres convictions. Et moi, j'ai pas l'impression de faire une rupture de conviction quand je vais vers un candidat
qui porte un positionnement républicain sur l'universalisme, avec une forme de solidité, et puis surtout un sens des responsabilités sur des sujets qui sont importants comme l'écologie, comme la dette, et où il y a besoin de discours responsables et de discours qui sont réalistes, et non pas de lubies diverses et variées dans d'autres mouvements politiques. J'en reviens à la situation métropolitaine, pour voir comment ça se prépare. Les prochaines élections, c'est en 2026. Ouais. Vous, si on comprend bien, vous allez plutôt aller du côté de Synergie en attendant 2026 ? C'est mon positionnement, en tous les cas, c'est d'aller vers un groupe qui attache plus d'importance à son territoire et à l'action qu'au positionnement politique partisan. On reparlera peut-être tout à l'heure du tramway express, mais en l'occurrence, la position que j'ai portée au Conseil métropolitain récemment sur ce sujet est une position qu'on a portée entre les deux groupes de David Kimmelfeld et de Synergie. Donc, c'est un positionnement qu'on a pris en commun. Et ce positionnement, effectivement, il n'est pas le plus clair, entre guillemets, sur le terrain quand on y songe, parce qu'effectivement, il est complexe et parce qu'il prend en compte toute la complexité de ce dossier. Parce que moi, je ne fais pas partie de ces élus qui font ça d'un tournement en disant c'est super facile, donc faisons comme ça, parce que c'est pas facile des projets comme ça. Et donc, effectivement, avec Synergie, on a porté ce positionnement très équilibré sur la question du tramway, comme sur d'autres questions. Donc, c'est logique que j'aille vers Synergie plus que vers un groupe qui soit étiqueté plus Modem ou Renaissance, parce que ça n'a aucune espèce d'intérêt de faire des groupes partisans dans une assemblée qui, aujourd'hui, je le dis, l'hémicycle métropolitain, il est illisible pour le grand public. Et parfois, il est légèrement illisible pour les élus eux-mêmes, c'est vous dire. On va clarifier votre position sur ce tram, ce TEOL. Vous avez fait campagne donc, avec Gérard Collomb sur un métro. Finalement, aujourd'hui, vous reconnaissez que le métro n'était pas finançable et que le tramway est plus raisonnable. Mais vous ne voulez pas le soutenir parce qu'il est porté par les écologistes. Non, pas du tout. Alors là, dans tous les cas, moi, je ne le défends pas comme ça c'est clair. Non, on va dire que la chose est très simple. En 2020, d'ailleurs, on a fait aussi campagne, si vous voulez, sur l'anneau des sciences, qui a été abandonnée en cours de route. Donc, si vous voulez, je pense que... Vous avez fait une campagne où les projets étaient difficilement finançables. À l'époque, je vous rappelle que l'anneau des sciences était un élément de campagne majeur des listes de Gérard Collomb, et que finalement, juste après le Covid, quand beaucoup se sont rendus compte que ce projet ne correspondait plus du tout à l'époque dans laquelle on vivait, parce que on parsait le Covid. Mais vous en étiez pas rendu compte avant? Non, mais moi, je veux dire, reprenez mes positions depuis 2014 sur l'anneau des sciences, vous verrez que j'étais pas du tout favorable à l'anneau des sciences, ça c'est clair. Mais à un moment donné, vous faites partie aussi d'une majorité. Quand vous vous incluez dans une liste commune et un groupe de 14 circonscriptions, il y a des positions, vous n'êtes pas toujours d'accord, mais il y a un moment donné où vous êtes bien obligé de vous mettre d'accord avec le reste de votre équipe. Sinon, ne faites pas partie de l'équipe. C'est comme ça que ça marche. Vous avez fait campagne sur un périphérique auquel vous ne croyez pas et sur un métro que vous ne saviez pas finançable. Alors ça, le métro, moi si vous voulez, j'étais pas dans la majorité sortante à l'époque, donc je veux dire, je savais pas qu'il était plus finançable ou moins finançable que ça. En tout état de cause, Gérard Collomb nous avait défendu effectivement le fait qu'il était finançable. David Kimmelfeld aussi d'ailleurs à l'époque. Donc moi je pars du principe, quand on me dit que c'est financé et que c'est finançable, je me lance effectivement en campagne sur le sujet. En revanche, quand là on se retrouve entre-temps avec le Covid, la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts divers et variés, et qu'à un moment donné on nous explique qu'effectivement ça rentre plus niveau finance, et je veux dire, on voit bien le projet de loi de finances que nous prépare le gouvernement est un projet de loi de finances, il va falloir qu'on fasse des choix, et faire des choix, ça veut dire couper dans les dépenses, couper probablement dans le soutien en partie aux collectivités. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, sinon on va se retrouver avec une dette, mais qui sera absolument plus remboursable du tout. Et je veux dire, ça, c'est pas un esprit de responsabilité de la part des élus, parce que ça signifie quoi ? Ça signifie augmenter les impôts derrière. Il n'y a pas 36 solutions pour arriver à faire rentrer de l'argent à un moment donné. Donc moi, les écologistes sont plutôt bien faits de choisir de faire des travaux. Je pense qu'aujourd'hui, en tous les cas, dans la situation actuelle que l'on vit, quand vous voyez qu'effectivement, on est en train de développer dans des zones comme Vénissieux-Saint-Fond, le T10, alors que Vénissieux-Saint-Fond compte quasiment autant d'habitants, on va dire, et sur la ligne qui va être tracée, largement autant d'habitants que l'Ouest lyonnais, qui est censé être desservi à l'époque par le métro E ou par le tramway. Je veux dire, la seule chose qu'on voit, c'est que s'il y a un tramway d'un côté, vous n'allez pas dire aux habitants de l'Est lyonnais, vous, on ne fait pas un métro alors que vous êtes plus nombreux, que vous faites tous les efforts pour construire des logements sociaux, accessoirement, et pour densifier vos communes. Et puis par contre, l'Ouest lyonnais, qui refuse effectivement, avec un certain nombre de maires, de faire ne serait-ce qu'un effort minimal pour construire un tout petit peu de logements, là où on peut les faire, et non pas par sacrifier un certain nombre de propriétés, mais là vraiment où il y a du terrain où on peut le faire, je veux dire, c'est logique qu'à un moment donné, la métropole nous dise, si vous faites les efforts d'un côté et que vous ne les faites pas de l'autre, on vous fait un équipement qui correspond à l'étiage de la population que vous avez. Et donc, moi, je comprends aujourd'hui cela. Ça ne veut pas dire que je suis satisfait, ça ne veut pas dire que je l'accepte tel qu'il est, parce qu'effectivement, moi, j'avais fait campagne pour un métro, et je crois aujourd'hui que la meilleure solution, c'était le métro. Mais enfin, ce serait irresponsable de ma part d'aller jeter la pierre à des personnes en expliquant que leur projet n'est pas finançable et qu'ils le maintiennent quand même. Parce qu'un métro, je rappelle, c'est 1,3 milliard, voire 1,5 milliard d'euros d'investissement. C'est énorme à l'échelle de cette collectivité, à l'échelle de n'importe quelle collectivité d'ailleurs. Et à un moment donné, on ne va pas pouvoir faire rentrer tous les projets en même temps. Donc c'est soit effectivement on a quelque chose pour 2032,
soit alors on décale, comme le propose Pascal Charmeau d'ailleurs, ou d'autres maires dans l'Ouest lyonnais, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on repousse à 2040, voire on n'aura rien du tout. Parce qu'entre-temps, je rappelle quand même qu'on a le RER métropolitain qui est censé arriver en 2027. Moi, je veux dire, une fois qu'on a le RER métropolitain, plus une autre solution de transport structurant qui couvre une autre partie de l'Ouest lyonnais, et accessoirement le 5e et le 2e arrondissement, effectivement, là, on arrive à une solution de transport qui est cohérente. Mais vous croyez vraiment que le RER métropolitain va arriver en 2027 ? Écoutez, en tous les cas, je le souhaite vivement. Le fait est qu'aujourd'hui, on a une partie du RER métropolitain. Parce que le tram-train de l'Ouest lyonnais, qui est très sous-exploité pour une raison d'ailleurs qui est très simple, mais que les collectivités ne veulent pas entendre, c'est le ticket unique de transport entre les TCL et le TER tram-train. Aujourd'hui, ce ticket unique, ça fait 10 ans que la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes accessoirement, donc j'espère que l'élection de Fabrice Pankouk va changer les choses à ce niveau-là, nous permettra effectivement d'aboutir sur ce ticket unique, parce que tant qu'on n'a pas le ticket unique, comment vous voulez expliquer aux citoyens que c'est intéressant de prendre le tram-train qui vous amène en 4 minutes à Gorge-de-Loup et en 7 ou 8 minutes à Lyon-Saint-Paul, si effectivement vous ne pouvez pas passer d'un mode de transport à l'autre dans la même agglomération, dans le même espace, avec les mêmes dessertes. Il y a un moment où c'est pas logique. Donc le RER métropolitain, en réalité, on l'a déjà. Ce qui bloque aujourd'hui ce RER métropolitain en matière de cadencement, c'est que la ligne Lausanne est encore fermée pour l'instant, parce qu'il y a des travaux structurants à faire, et puis qu'il manque effectivement ce bout d'étude qu'on est en train de faire avec la métropole de Lyon, la région et SNCF Réseau, pour faire en sorte qu'on débloque l'étoile ferroviaire lyonnaise. François Durovray, ministre des Transports, est venu il y a quelques jours à Lyon pour annoncer que ce serait un projet prioritaire pour l'État, et je m'en félicite, notamment de faire le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Donc effectivement, tant qu'on ne met pas tous ces sujets-là très globaux en ordre, le RER métropolitain, il ne pourra pas être aussi efficace qu'on le veut, mais on l'a déjà en partie. À vous entendre, vous allez finir dans la majorité de Bruno Ballard ? Non, on peut s'entendre quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'attendent les gens ? Moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire, quelle est la différence entre être visible et être risible ? Vous voyez, c'est ça mon leitmotiv. Et donc, à un moment donné, si effectivement il y a des élus qui choisissent ce côté-là de se dire on veut être visible à tout prix pour gagner des élections, quitte à ce qu'il n'y a rien qui avance pour les gens, quitte à ce qu'il n'y ait pas de projet de transport qui se fasse sur leur commune, écoutez, grand bien leur face. Mais quand l'histoire les jugera, effectivement, ils jugeront que à l'époque, ils n'ont pas fait le nécessaire, ils n'ont pas fait ce qui était responsable. C'est pas parce que vous êtes prêt à travailler avec la métropole de Lyon que vous êtes forcément voué, fait et cause à la majorité en place. Et je veux dire, ça aurait été François-Noël Buffet en face, et j'aurais été maire de Tassin, j'aurais travaillé autant avec François-Noël Buffet à l'amélioration de la métropole de Lyon et à l'amélioration des transports sur mon territoire. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment on réunit des élus d'opinions différentes pour pouvoir faire avancer les sujets. C'est tout. Et vous serez donc candidat aux prochaines municipales à Tassin-la-Demi-Lune face au maire sortant Pascal Charmeau. Ne posez pas de questions auxquelles vous avez déjà les réponses, c'est évident. Julien Rand, je vous remercie. Je vous remercie, Raphaël. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.